Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci aux journalistes présents dans la salle et aussi à distance. Petite précision pour les personnes qui suivent la conférence de presse, journalistes en visio. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Donc voilà. Et aussi, autre précision, vous recevrez un dossier technique en plus du dossier de presse que vous avez reçu à l'occasion de cette invitation. Si nous vous avons invité à cette conférence, c'est pour vous faire une présentation des propositions, de la proposition faite aux partenaires sociaux en CPPNI du 5 mars et du 19 mars dernier par la CFDT Santé Sociaux. Elle constitue, cette proposition, un nouveau projet comparativement à celui que nous avions posé sur la table des négociations dès juin 2021. C'est une proposition aujourd'hui qui emprunte à la fois aux propositions d'Access, à savoir une classification par critères classants, une classification par catégorie d'emploi, l'abandon de la valeur du point dans la structuration de l'échelle des salaires, et une progression dans l'emploi prenant en compte le développement des compétences. Mais c'est aussi une proposition qui emprunte aux axes revendicatifs qui ont été indiqués par certaines organisations syndicales en CPPNI, à savoir un classement des emplois fondé sur le niveau de qualification, une progression dans la carrière fondée sur l'ancienneté, et aussi un emprunt aux grilles parodies en ce que cela garantit un déroulement de carrière justement tout le long de la carrière. En matière de rémunération, la proposition CFDT Santé Sociaux, aujourd'hui, elle se situe dans la fourchette haute entre les propositions qu'avait formulées Access en mai 2023, de mémoire, mais qui ont été retirées depuis, et les propositions qui avaient été exprimées par la CGT. Au regard de tout cela, la proposition CFDT Santé Sociaux constitue aujourd'hui une proposition de compromis. Et aujourd'hui, la proposition CFDT est le seul texte sur la table soumis à la négociation et qui répond aux conditions fixées par les pouvoirs publics pour obtenir des financements afin de revaloriser les salaires de toutes et tous dans la branche. Étant entendu qu'il n'y a pas à ce jour de texte d'Access et que leur proposition n'indique aucun niveau de rémunération et ne balaie pas l'entièreté du système, notamment en matière de rémunération. Or, le temps presse, notamment au regard de l'injonction des pouvoirs publics à conclure un dossier ouvert depuis 3 ans, alors même que ces derniers se sont engagés dans l'accompagnement financier sur la base des propositions des partenaires sociaux tels qu'ils l'ont signé dans le cadre de l'accord Lafourcade. Il est à craindre alors que les financeurs perdent patience. Cela fait 3 ans que nous attendons un texte d'Access, nous n'avons toujours rien. À défaut de proposer leur propre texte, il est donc temps et urgent que les employeurs se saisissent du seul texte qui existe, à savoir celui de la CFDT, et que nous, partenaires sociaux, nous nous retournions rapidement vers l'État dans les semaines qui viennent afin de déterminer les financements qui doivent être accordés pour les revalorisations dans la branche. Nous demandons aussi à nos militants CFDT Santé Sociaux, dans les entreprises, d'aller à la rencontre de leurs collègues, des salariés, mais aussi de leurs employeurs, pour présenter nos propositions. Il s'agit là de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un projet ambitieux, à la hauteur des attentes des milliers de professionnels de la branche, qui n'en peuvent plus de se contenter des quelques miettes d'augmentation de salaire qu'on leur donne habituellement depuis des années, et au regard du décrochage avec la réalité des salaires pratiqués en France pour un travail qu'on dit pourtant essentiel. Il faut un choc d'attractivité, rendre espoir, réenchanter un secteur tout entier à la hauteur de la reconnaissance qui lui est due. Car nos collègues, nos camarades, sont celles et ceux qui, chaque jour, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donner ce que la société a de meilleur, à savoir la solidarité, l'entraide, la bienveillance, le prendre soin, toute la richesse des liens qui font d'une société tient et peut vivre ensemble. Alors il est temps pour elles et eux d'avoir aussi droit au meilleur, parce que le monde d'après ressemble encore au monde d'avant. Il y a toujours plus de reconnaissance à être dans la finance ou le showbiz, plutôt que de travailler avec l'humain. Alors oui, on peut le dire, nos collègues aussi ont droit aux paillettes dans leur travail, au quotidien et bien évidemment sur leur fiche de paye. Alors concrètement, la proposition
les propositions de la CFDT en matière de classification, elles ont pour objectif de répondre à l'exigence de « à travail d'égale valeur, salaire égal ». C'est un enjeu de reconnaissance des métiers et des emplois très féminisés de notre secteur. Et pour ça, il s'agit de faire reconnaître l'exigence de qualification pour exercer les métiers du secteur, leur technicité, les responsabilités qu'implique de travailler avec l'humain, mais aussi de tordre le cou aux représentations sur des métiers dont les compétences seraient dites naturelles et non le résultat d'un apprentissage, d'une formation ou d'une expérience. Donc la proposition de la CFDT, elle classe les emplois en fonction du niveau de qualification requis par le poste, mais aussi, il y aura 4 critères additionnels qui relèvent des compétences requises et des responsabilités du poste, à savoir autonomie et complexité de l'emploi, relations et connaissances de l'environnement professionnel, responsabilité managériale et responsabilité sur les moyens, et enfin l'impact sur le projet qui soit celui de la personne accompagnée ou celui de l'entreprise. La reconnaissance du travail réel implique que la cotation des emplois se réalise au plus près, c'est-à-dire en entreprise, mais sur la base d'une fiche de poste obligatoire et aussi assortie de garanties qui permettent de garantir justement l'égalité de traitement, à savoir une garantie minimale de classement en fonction du niveau de qualification, un travail de la branche en appui aux entreprises pour la cotation des emplois par la réalisation d'un guide paritaire et de fiches emploi type, et enfin un encadrement par le dialogue social, qui soit au niveau de la branche bien évidemment, mais aussi au niveau de l'entreprise, avec une consultation obligatoire sur le classement des emplois, afin de faire du travail et de son contenu un objet de dialogue social. En matière de rémunération, l'objectif est bien évidemment celui de l'attractivité. Et ce qu'il y a derrière, c'est aussi la reconnaissance de la richesse que produit notre secteur pour la société. Donc en matière de salaire, la grille qui est proposée par la CFDT correspond à ceux pratiqués dans d'autres secteurs plus masculins pour des métiers de niveau de qualification, de compétences ou de responsabilité équivalents. Rappelons que cette comparaison doit se situer dans la fourchette haute, car dans notre secteur, il n'y a que le salaire en matière de rémunération, il n'y a pas de prime de participation, il n'y a pas d'actionnariat salarial, il n'y a que très peu d'intéressement. À travers ça, il s'agit aussi de s'aligner au niveau salarial avec les champs professionnels avec lesquels les métiers de notre branche rentrent en concurrence. Je pense par exemple à la fonction publique hospitalière ou le secteur lucratif. Il s'agit aussi de mieux reconnaître les contraintes physiques et nerveuses que subissent ces emplois de la branche, qui sont trop souvent sous-évalués. Et avec tout ça, il s'agit de rendre lisible et de sécuriser les parcours dans la branche comparativement à la complexité du champ conventionnel actuel, ce qui veut dire concrètement que tout cela s'inscrit dans l'objectif d'une convention collective unique étendue. Ainsi, la proposition CFDT fixe une échelle des salaires minimum hiérarchique, c'est-à-dire d'entrée dans la carrière de 1 à 3 environ, avec un salaire minimum conventionnel à SMIC plus 183 € net pour les emplois sans niveau de qualification et qui nécessitent un faible niveau de compétence et de responsabilité, que nous fixons aujourd'hui à 25 000 € bruts annuels dans l'objectif d'une application au 1er janvier 2025. Et donc en haut de l'échelle, il y aurait un salaire de 78 400 € bruts annuels pour les plus hautes rémunérations, ce qui correspond à des postes de certains directeurs généraux ou de médecins spécialistes chefs de service. Concrètement, ça correspond peu ou prou au salaire actuel pour ces métiers. L'évolution de carrière, on en parlait tout à l'heure, est donc basée sur l'expérience dans la branche et dans l'emploi. Dans la branche, c'est une valorisation que nous proposons à 1% par an tout le long de la carrière. Et dans l'emploi, un système de paliers accessible via le développement des compétences dans la catégorie d'emploi, notamment via la formation professionnelle, ce qui nous amène à un minimum de développement de carrière garanti aux alentours de 44%. Il y a la question aussi des mobilités, et donc on a dit, il s'agit de rendre lisibles et sécuriser les parcours, et donc cela implique pour nous que toute cette expérience elle soit reprise à 100% à l'embauche. Ça permet aussi de circonscrire des phénomènes de négociation à l'embauche qui sont défavorables aux femmes et qui induisent des écarts injustifiés de salaire. Et puis, dernier étage, la question des primes. Alors, il s'agit là pour nous de rationaliser le système actuel, qui est fait d'empilement de primes en fonction des établissements, des publics, etc. Voilà, en prenant en compte 3 domaines.
la question des compétences, la question de la responsabilité ponctuelle, par exemple, remplir une mission de tutorat vis-à-vis d'un salarié accueilli ou d'un stagiaire ou d'un apprenti, et bien évidemment la question des suggestions à travers l'exposition à la charge physique et nerveuse, à titre d'exemple, le travail de nuit, le dimanche et de travail dimanche et jours fériés. Concrètement, ça amène à ce que dans notre proposition, une aide-soignante ou une accompagnante éducative et sociale serait rémunérée en entrée de carrière à 31 500 euros brut, soit 2 625 euros brut par mois, environ 2 000 euros net. Et en fin de carrière, 45 360 euros brut annuels, soit 3 780 euros brut par mois. Autre exemple, pour une éducatrice spécialisée ou une infirmière, notre proposition fixe le salaire en début de carrière à 40 500 euros brut, soit 3 375 euros brut par mois, environ 2 600 euros net. Et en fin de carrière, 58 320 euros brut en fin de carrière, soit 4 860 euros par mois. Alors avec ces derniers chiffres, on est bien loin du fantasme d'une rémunération au mérite et d'une convention collective unique au rabais. C'est bien un cadre structurant et ambitieux que propose la CFDT. La prochaine réunion de négociation a lieu le 18 avril, mais celles et ceux qui pensent que nous avons le temps et que la vérité se jouera à l'automne se trompent. Il ne nous reste que quelques semaines car les arbitrages budgétaires se jouent durant l'été. La CFDT Santé Sociaux est donc totalement mobilisée pour faire aboutir l'ambition qu'elle porte pour l'ensemble des professionnels de la branche, et elle n'exclut pas non plus d'appeler les salariés à la mobilisation d'ici là. Voilà, donc nous sommes prêts à prendre vos questions. Ici ou à distance, bien évidemment. Alors, du coup, à distance, j'en ai deux. Dans les propositions, l'aide médico-psychologique n'était pas au même niveau que les aides soignantes, alors que dans la plupart de nos établissements, nous avons les mêmes fonctions. Donc pourquoi? Alors, donc j'ai parlé tout à l'heure, présent dans la proposition d'accompagnante éducative et sociale. Bien évidemment, c'est le nouveau terme du diplôme d'AMP. Vous avez pu remarquer que j'indiquais la même rémunération, malgré un niveau de qualification différente, mais au regard de la construction de nos catégories d'emploi, même si à la fin on arrive à une cotation différente, elles feront partie de la même catégorie d'emploi et donc avec un niveau de rémunération équivalent. Voilà. Et une autre question, c'est plus sur la notion de travail égal, salaire égal. C'est comment être sûr que l'employeur ne va pas déroger donc, aux revendications portées par la CFDT sur justement la reconnaissance par la rémunération de travail égal, salaire égal. Et la égalité de rémunération, surtout entre les hommes et les femmes. Alors, à travail égal, à travail d'égale valeur, salaire égal, hein, ce sont les termes exacts dans le Code du travail. Alors, rappelez que ça se définit par un niveau de qualification équivalent, une expérience acquise, des responsabilités équivalentes et l'exposition à la charge physique et nerveuse. Voilà. Donc c'est ce qui va définir cette notion d'équivalence. Dans le cadre de la proposition, en matière de classement des emplois, qui va déterminer finalement la rémunération ensuite, on a d'abord la question du niveau de qualification requis. Voilà, ça fait partie de la définition, c'est le premier critère. Et ensuite, sur ce critère-là, la CFDT propose que les emplois tels que les partenaires sociaux les ont définis notamment dans le cadre de l'Observatoire de branche soient classés en fonction de ce niveau de qualification par la branche. Donc ça veut dire que c'est une garantie pour les personnes dans l'entreprise d'avoir un classement déjà minimal qui est établi par les partenaires sociaux, avec derrière la question des 4 autres critères qui seront bien évidemment évalués au niveau de l'entreprise par l'employeur au regard de la réalité du travail. Néanmoins,
j'ai indiqué tout à l'heure que le rôle de la branche est aussi de guider les employeurs et les entreprises dans le respect de la loi et donc d'avoir un travail sur des fiches d'emploi type. À titre d'exemple, une éducatrice spécialisée, qu'est-ce que ça fait? Quand elle fait ça, quand elle remplit telle mission, à quel endroit on la cote en termes de compétences ou de responsabilités. Voilà, tout ça, ce sera outillé et bien évidemment, à la fois les employeurs, mais à la fois aussi les salariés et leurs représentants pourront s'appuyer sur le travail mené par les partenaires sociaux pour garantir que l'égalité de traitement est bien respectée. Dernier élément, on l'a dit, c'est la question du dialogue social. Tout ça doit se faire dans la transparence pour que les représentants du personnel puissent, justement vérifier le cadre de la loi, que le cadre de la loi est bien appliqué. Alors, d'autres questions sont arrivées entre-temps. Une sur le déroulé de carrière. Est-ce qu'il est limité dans le temps? Donc, est-ce que l'augmentation de salaire liée à l'expérience professionnelle est limitée dans le temps? Après, tu réponds à celle-là et j'en fais une autre? Oui, alors, j'ai dit qu'il y avait deux éléments en matière de déroulé de carrière. Le premier, c'est l'expérience dans la branche. Vous rentrez dans la branche professionnelle. Vous avez de ce fait un déroulé de carrière qui commence et celui-ci, il est valorisé à hauteur de 1% par an que nous avons limité dans notre proposition à 35%, ce qui veut dire sur 35 ans. Néanmoins, ce que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que nous avons repris une proposition des employeurs qui garantit que s'il n'y a pas d'évolution générale des salaires, il y a une automaticité d'augmentation de 4% pour 4 ans. Concrètement, ça veut dire que pour les personnes qui aujourd'hui sont en fin de carrière et qui, dans la plupart des conventions collectives, n'ont pas d'évolution ou très faibles évolutions de carrière, parce que justement il n'y a pas d'évolution générale des salaires ou des valeurs du point, là ça leur garantit que malgré ça, il y ait quand même une évolution en fin de carrière s'ils sont déjà arrivés au maximum de l'évolution dans la branche, mais il y a aussi l'évolution liée à l'emploi, évidemment, qui est une autre forme d'évolution et que là qui est accessible jusqu'à la fin de carrière. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux possibles qui permettent d'évoluer jusqu'à les 43 ans nécessaires de cotisation pour arriver à la retraite. Donc, question plus en rapport avec les 183 € pour tous et les oubliés du Ségur. Donc, on parle toujours des éducateurs et des soignants qui l'ont touché. Qu'en est-il pour les administratifs et les autres personnels qui ne la touchent pas encore? Alors, j'ai parlé des perspectives qui sont celles de la demande hein, des pouvoirs publics par rapport au fait d'aboutir d'ici la fin de l'année à un accord sur classification et rémunération. Donc, quand je dis la fin de l'année, concrètement, le communiqué du ministère du Travail, Santé et Solidarité dit fin novembre. Dans le communiqué des pouvoirs publics, il y a aussi la question d'avoir un accord intermédiaire sur les bas salaires, négocié sur la base de l'enveloppe budgétaire 2023, qui représente tout secteur confondu dans le champ soumis à agrément, à 545 millions d'euros. La CFDT a proposé, dès la sortie de la conférence salariale, de financer, sur cette enveloppe de 545 millions d'euros, l'extension à toutes et tous, donc, du Ségur, des 183 € net par mois, avec cette enveloppe. Au regard des estimations, et je dis bien des estimations parce qu'il y a des désaccords sur les chiffres, qui ont été fournis par les employeurs, ça permet une extension à partir du 1er juillet 2024. Lors de la CPPNI du 4 avril, les employeurs ont validé cette proposition. Et donc aujourd'hui, on a une négociation, là, dans la séance et la séance à venir, sur la question de l'extension à toutes et tous des 183 €. Quelque part, ça permet de remettre aussi tous les niveaux de rémunération à un même niveau, hein, au regard encore une fois, du principe d'un travail d'égale valeur, salaire égal, pour ensuite aller, d'ici la fin de l'année, sur une revalorisation générale, donc là pour tous les salariés, à travers un système de classification et de rémunération nouveau. Bah, du coup, ça tombe bien avec une question qui s'ensuit. Est-ce que la proposition CFDT sur justement les bas salaires
peut coïncider avec la dernière proposition d'Access et les revendications portées par notamment Sud et la CGT. Alors, vous aurez probablement noté que nous sommes en conférence de presse CFDT Santé Sociaux et donc je ne parlerai que de la CFDT Santé Sociaux, en tout cas sur en tout cas notre position par rapport à la proposition des employeurs. À la suite du 4 avril, nous avons fait un communiqué de presse pour indiquer à la fois qu'il s'agissait d'une avancée en matière de négociation, puisque là, clairement, la question est à la négociation, mais qu'il y avait encore des freins, 2 points notamment, à savoir que certains personnels n'étaient pas inclus dans le périmètre d'extension, à savoir notamment les établissements d'accueil de jeunes enfants, et aussi le fait que la proposition employeur prévoyait une clause de financement qui disait, pour résumer, si l'employeur a l'argent, il peut verser. S'il n'a pas l'argent, il ne verse pas. Ou alors même, il peut arrêter de verser si demain, il n'a plus l'argent. Donc ça, c'est une clause que nous avions déjà refusée dès 2020 quand elle était apparue dans des propositions, notamment du côté de la FEA. Voilà. Je souligne que le document que nous avons reçu suite à cette séance de négociation ne comprend plus cette clause. Donc c'est déjà un élément qui nous permet effectivement euh, d'envisager, en tout cas pour la CFDT, la possibilité d'un accord, puisque le reste de la proposition est quand même à 90% l'accord que nous avons signé le 26 septembre. Voilà. Donc, on ne va pas non plus se renier notre signature, qui était celle de septembre. Une autre question concernant les territoires et salariés ultramarins. Donc, est-ce que les accords spécifiques donc aux DROMS, garantissant notamment une prime sur la rémunération d'à peu près en ce moment plus 20%, seront maintenus ou ils risquent d'être dénoncés avec le nouvel accord classification rémunération sur la branche? Euh, alors là, ça renvoie à la question de la hiérarchie des normes, à savoir que en matière de rémunération, alors il y a dans le paysage, il y a les accords d'entreprise qui ne sont pas remis en cause par par une négociation d'une convention collective, hormis s'ils font directement référence à la convention elle-même. Hein. S'ils disent on applique tel article de la convention à telle personne, bien évidemment, si l'article a changé, ça modifie. Mais en soi, l'accord d'entreprise. Là, on parle d'un accord territorial. Alors, j'avoue, c'est une survivance d'un ancien temps, puisqu'aujourd'hui, les conventions collectives, elles doivent avoir un champ d'application national comprenant aussi les territoires outre-mer. Donc, ce qui veut dire que les accords de ce type, qui avaient lieu auparavant, ils devront être repris, a priori, dans le champ, dans le cadre de la convention collective pour pouvoir perdurer. Une question plutôt pratique. Est-ce que les propositions CFDT seront disponibles au tout public? Oui, tout à fait. Alors, nous avons invité les journalistes sur la base d'un dossier de presse. Aujourd'hui, nous remettons aussi un dossier technique qui balaie l'entièreté des propositions CFDT, santé sociaux en matière de classification et de rémunération. Mais si on est là en conférence de presse pour présenter nos propositions, c'est bien évidemment pour les rendre publiques. Donc, elles seront accessibles sur le site tout public de la CFDT. Oui, au micro. Bonjour, Vincent Jabal d'AVF Info. Euh, Ma question concerne la suite des négociations donc, dans l'hypothèse où, comme vous l'indiquez, la clause qui vous gênait dans l'accord Mhm. bas salaire qui doit être conclu avant juin, donc un accord serait possible à vos yeux. Euh, Qu'est-ce que devient... Alors déjà, j'aimerais bien savoir euh, quelle est la chance que cet accord soit conclu au vu des autres positions des autres organisations syndicales, et que deviendrait la proposition de la CFDT, donc vraiment pour la convention collective, dans le cas où cet accord pour juin serait conclu. Que devient le reste en fait des éléments D'accord. Euh,
Alors, sur les chances d'aboutir, etc., j'ai dit il reste 2 séances de négociation. Donc, il y a une proposition employeur sur la table. Il y a encore 2 séances sur le sujet. A priori, hein, parce que quand je dis 2 séances, il y en a plus d'ici fin juin, mais quand on voit les délais qui ont été ceux nécessaires pour que certaines organisations prennent la décision pour l'accord du 26 septembre. On était de l'ordre de 1 mois et demi. Donc c'est vrai que s'il faut se positionner d'ici fin juin, on peut se dire qu'il faut terminer la négociation mi-mai. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit là aujourd'hui 2 séances, mais peut-être qu'il y en aura une supplémentaire. Donc les chances d'aboutir de l'accord, du moment où il reste encore des séances de négociation, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Encore une fois, je me prononce sur la CFDT. On a émis 2 objections qui pourraient. Il y en a une qui semble avoir été levée. L'autre, a priori, au regard de nos informations, on a des éléments techniques qui pourraient permettre de lever ce blocage. Il faudra qu'on en discute encore en séance de négociation. Ce qui concerne le positionnement des autres organisations syndicales, je le dis, il reste 2 séances de négociation. Leur communiqué du 11 avril ne laisse pas augurer qu'ils soient signataires. Voilà, je l'ai lu, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont sur une position d'extension sans condition. En fait, la problématique de fond sur cette question, c'est les conditions assorties aux différents accords, à savoir de devoir s'engager sur un calendrier de négociation et l'engagement à un accord en novembre. Donc voilà. Alors donc justement, j'y viens à la deuxième partie de votre question. Est-ce que ça remet en cause la proposition CFDT? Non. Non, puisque en fait, ce qui a été demandé, dit par les pouvoirs publics, c'est que tout euro mis dans les négociations, quelles qu'elles soient, au niveau de la BASM, elles doivent servir à la convergence pour arriver à un système classification-rémunération unique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'extension des 183 € à tous, c'est remettre finalement les choses à niveau en termes de rémunération pour des emplois équivalents, ou les mêmes parfois, et pour ensuite arriver au deuxième étage, à savoir l'accord d'ici la fin de l'année pour un nouveau système de classification et de rémunération. Donc ça s'inscrit dans le cheminement vers cet accord, et ce n'est pas contradictoire. Oui? Est-ce que vous pouvez parler pour que les gens vous entendent La Voilà. PM. Vous avez évoqué une enveloppe de 545 millions, c'est pour 2024, c'est pas 2023. Oui, tout à fait. C'est lors de la conférence Oui, salariale d'accord, 28 parce que vous septembre avez dit 2023. 2024. Et cette enveloppe comprenait aussi, donc initialement des mesures bas salaire. Et donc, si je comprends bien, des salariés qui avaient déjà le bénéfice du Ségur avaient cette revalorisation. Elle comprenait aussi la revalorisation du travail de nuit, pas la transposition de l'indice de l'augmentation du point d'indice. Qu'est-ce que deviennent ces mesures? Est-ce qu'elles sont renvoyées à l'accord sur les classifications et les rémunérations? Et est-ce que vous pouvez... Alors, je pose toutes mes questions en même temps. Est-ce que vous pouvez nous préciser les dates des prochaines, si vous les avez, des prochaines séances? Et peut-être aussi les salariés les catégories de salariés qui ne sont pas encore couverts par le Ségur, parce que c'est vrai qu'on a du mal à... En tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal encore à m'y retrouver. Merci. Très bien. Alors, quand on parle de bas salaire, de qui on parle? Que ce soit l'accord du 26 septembre ou la décision unilatérale des employeurs au mois de janvier, les bas salaires, c'était les salariés qui avaient une rémunération inférieure à 23 822 €. 23 822 €, c'était en 2023 SMIC plus 183 €. C'est-à-dire que les bas salaires dans la proposition initiale, c'est que des gens qui n'ont pas le Ségur. Donc, étendre le Ségur à tous, c'est déjà couvrir tous ceux qui étaient déjà visés par les mesures bas salaires, et aussi un certain nombre d'autres salariés. J'y reviendrai par rapport à votre question suivante. Donc, ça s'inscrit complètement dans la question bas salaire. Ce qui change, c'est qu'il y avait une mesure de 1,3% d'augmentation générale, à peu près, pour résumer. Celle-ci, elle disparaît, elle est remplacée par l'extension à tous du Ségur, bien évidemment dans la perspective d'avoir un accord en novembre qui revalorise tout le monde. Voilà. Le travail de nuit, il n'a pas disparu. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans ce qui est mis sur la table là pour la période d'ici juin. Il y a une proposition employeur qui est la même qu'en janvier. Concrètement, les financements qui ont été octroyés par à la branche aujourd'hui
ainsi que l'impossibilité, a priori, de chiffrer exactement ce que ça coûte aujourd'hui le travail de nuit et ce que se coûterait les 25%, fait que, a priori, ça ne permet pas d'envisager, là, dans l'immédiat, une extension de la mesure de la fonction publique hospitalière, à savoir une valorisation à hauteur de 25% du taux horaire pour le travail de nuit. Néanmoins, ça reste la revendication de la CFDT dans le cadre de l'accord du mois de novembre, puisqu'on remet tout à plat en matière de rémunération. Et je l'ai dit, il y a un objectif, c'est de s'aligner aussi sur ce qui est pratiqué dans des champs dans lesquels les métiers rentrent en concurrence, notamment en fonction publique hospitalière, 25%. Vous avez aussi la question de qui sont les exclus. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer exactement dans le détail. Vous avez toute une partie du champ soumis à agrément, donc médico-social, hors personnes âgées, pour les personnels administratifs et logistiques. Voilà. C'est-à-dire que dans les établissements médico-sociaux, hors personnes âgées, vous avez tous les personnels administratifs et techniques qui n'ont pas été reconnus comme faisant fonction d'accompagnant par le financeur et leur employeur, puisque normalement l'accord du 2 mai 2022 prévoyait aussi pouvoir étendre à une partie de ces personnels s'ils étaient effectivement en position d'accompagnement. Après, vous avez des champs entiers qui ne sont pas du coup inclus. Vous avez notamment tout ce qui est le champ de l'insertion par le travail, voilà, par l'activité économique. Là, aucun personnel normalement là. Les établissements d'accueil de jeunes enfants, il y en a quelques-uns dans la Basse, c'est 8500 salariés. Les centres médicaux, je crois, vous en avez aussi quelques-uns. Voilà. Donc vous avez quelques secteurs comme ça. Concrètement, alors pareil, on n'est pas d'accord sur le nombre de salariés que ça représente exactement. Vous aviez eu un rapport parlementaire qui fixait à 92 000 à peu près salariés dans la branche. Les employeurs en annoncent plus de 200 000, 215 000, je crois. Voilà. On est de l'ordre de 20% des effectifs. A priori. Nous, on avait estimé ça plutôt aux alentours de 15%. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est un peu compliqué aussi. On n'est vraiment pas d'accord sur les chiffres. C'est un vrai problème en matière de négociation. Alors, les séances, je ne les ai plus toutes en tête. Néanmoins, vous en avez une le 18 avril. Et la prochaine, après, c'est le 16 mai. Voilà. Et ensuite, le 4 juin. Merci, Emmanuel. Si on peut reprendre 2 questions sur le chat, plus sur les revalorisations. Donc, Oui. une personne demande si les revalorisations s'appliqueront aussi aux services généraux. Et si les revalorisations, par exemple, d'un éducateur spécialisé qui actuellement touche 31 000 € par an avec 25 ans d'ancienneté, est-ce qu'il aura aussi une revalorisation? Donc, si on parle de revalorisation par rapport à l'accord intermédiaire bas salaire, si on parle de l'extension du Ségur à tous, les services généraux sont dedans. Sinon, s'ils sont dans un périmètre d'activité qui n'a pas déjà bénéficié de revalorisation du Ségur. Quand on parle d'un accord en novembre, classification, rémunération, c'est pour tous. Services généraux, éducatifs, sanitaires, etc. On remet à plat l'entièreté du système et on revalorise tout le monde. Je leur dis, au regard des niveaux de rémunération qui sont ceux du secteur aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire pire que ce qu'il y a aujourd'hui en matière de rémunération. Voilà. Donc oui, l'objectif, c'est bien de revaloriser tout le monde. Pour l'instant, j'ai plus de questions. Très bien. Allez-y. S'agissant de l'accord classification-rémunération, par rapport à ce que prépare, envisage, Access, est-ce que vous avez des infos sur, une éventuelle convergence avec les vôtres ou pas? Et notamment, est-ce que, pouvez nous dire si le tour de France qu'avait annoncé Access sur, sur la préparation de la CCUE, a donné quelque chose et quoi? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 2 choses. Nous, on a mis une proposition en juin 2021. Je rappelle, c'est quand même la base. On a mis plus qu'une proposition, un texte. Concrètement, on aurait pu très bien signer en bas de la page en juin 2021. C'était réglé l'affaire. Voilà. C'est un vrai texte soumis à la négociation. Access nous a fait des présentations de cadre général, parfois un peu plus poussé au niveau technique, etc. Mais aujourd'hui, on n'a pas de proposition de texte d'Access. Pire, moi je ne sais pas combien Access souhaite qu'une éducatrice, une infirmière soit payée demain. On n'a pas de proposition
salariale chiffrée de leur part. Donc on a pris en compte, entre notre proposition de juin 2021 et ce que nous avons présenté au mois de mars, on a pris en compte ce qu'avait présenté Access, mais aussi ce qu'ont dit d'autres organisations syndicales dans le cadre des échanges. Voilà. Donc ce que nous proposons aujourd'hui, c'est, je le redis, hein, on estime une proposition de compromis entre ce que les uns et les autres ont exprimé. Mais pour le coup, ça reste le seul texte aujourd'hui. Voilà, avec un affichage en termes de salaire, un affichage en termes de progression, en termes de mobilité, qui sont pris en compte, le système de primes. Moi, je ne sais pas ce que veut Access en matière de mobilité, ils ne l'ont jamais dit. Je ne sais pas ce que propose Access en matière de primes, ils n'ont fait aucune proposition là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, je le dis, le seul texte qui prend en compte l'entièreté du système de rémunération et qui est potentiellement signable dès demain, c'est le texte de la CFDT. Une autre question sur la temporalité des négociations. Pourquoi doit-on d'abord négocier une prime bas salaire et ensuite un accord classification rémunération, et pourquoi on ne pourrait pas faire les deux en même temps? Très bonne question. Je l'ai dit, en fait, quand on a signé l'accord au 26 septembre, je reviens pas en arrière, quand on a signé l'accord au 26 septembre, ce n'était pas une prime bas salaire, c'est une prime de transition. C'est-à-dire de commencer à faire la convergence des rémunérations, donc en ramenant tous ceux qui étaient au plus bas en matière de rémunération vers ce qu'on avait mis dans l'accord, ce qu'on appelle le salaire minimum de la branche, voilà, qui était à SMIC plus 183 euros. Déjà, on savait que tous ceux qui étaient en dessous de ça, demain, ils gagneraient au moins SMIC plus 183 euros. Donc déjà, on commence le mouvement. Sachant qu'on n'a pas négocié aujourd'hui classification, rémunération. On est en négociation, ça a commencé depuis longtemps, je rappelle, 2021 quand même. Mais on n'est pas à une négociation aboutie. Voilà. Il y a une urgence pour les personnes bas salaires. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer le processus en commençant par les plus mal lotis, en les faisant monter en termes de rémunération, pour nous donner aussi le temps de terminer cette négociation en vue d'une revalorisation générale, sachant que les financements sont disponibles. Donc il faut aussi les utiliser. Je me demandais entre le... Donc il y a une nouvelle proposition qui a été faite par Access la semaine dernière concernant la réallocation des budgets, enfin Oui. des enveloppes pour 2024. Oui. Donc de mémoire, il y a dans la proposition qui a été faite, qui n'a pas été agréée, donc la proposition d'Access de janvier, il n'y avait que des mesures bas salaire. Enfin, je me rappelle plus exactement quelle est la différence entre la dernière proposition d'Access et celle qui n'a pas été agréée en janvier. Si vous pouvez juste nous le rappeler, s'il vous plaît. Alors, la DUE donc décision unilatérale de janvier, il y avait dans les mesures salariales 3 éléments. Une prime bas salaire, pour tous ceux qui avaient en dessous de 23 822 euros brut annuel. Une revalorisation générale, avec un plafond, je ne vais pas rentrer dans les détails, de 1,3%. De 1,3%. Voilà. Et la question du travail de nuit, dimanche et jour férié. Là, on n'a plus de prime bas salaire, on n'a plus les 1,3%, on a extension du Ségur à tous. Voilà. Par contre, il reste aussi la question du travail de nuit. La différence, c'est que autant la prime bas salaire, telle qu'elle était dans la DUE, je l'ai dit, elle amenait une dynamique de convergence, autant la question du 1,3, c'est mathématique, quand vous augmentez en pourcentage, vous augmentez les écarts en valeur absolue en euros. Donc on n'est pas dans la convergence. Là, avec la question des 183 euros pour tous, c'est-à-dire qu'on remet dans une perspective de un travail d'égale valeur, salaire égal, tout le monde au niveau. Donc on est bien dans une dynamique de convergence, d'autant que l'accord du 26 septembre, il faut le rappeler aussi, il prévoyait la garantie Ségur, à savoir que dans le cadre de la classif et de la Rému, il y aurait eu une extension à tous des 183 euros. Donc c'est bien inclus dans ce processus-là, à la différence de la mesure des 1,3 qui venait se superposer et recréer encore des écarts. Voilà. Et au vu
des dissensus, est-ce qu'il y a une probabilité que les autres organisations syndicales signent votre proposition éventuellement? Bah, faudra leur poser la question. Je vais pas répondre à leur place. Sachant que donc pour mémoire, la CGT ne veut pas se laisser imposer un calendrier. Hmm. Pour EFO, sur le fond, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de volonté de convergence. Donc, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement Bah, faudra leur espérer? faudra poser la question, le moment venu, sur savoir, puisque l'objectif c'est quand même la revalorisation générale de tout le monde, si les uns ou les autres s'opposent ou pas à une revalorisation générale des salaires. Voilà. Et une question d'Hospimedia. Oui. Avez-vous estimé le coût total des évolutions de la proposition rémunération-classification de la CFDT? Alors, je ne vais pas m'avancer sur des chiffres pour plusieurs raisons. D'ailleurs, d'abord, je l'ai dit, c'est que on est en désaccord avec les pouvoirs publics sur le nombre de salariés de la branche, par exemple. Quand j'ai dit qu'il y avait un désaccord sur le nombre d'exclus du Ségur, c'est parce qu'au final, on a un désaccord sur l'étendue du périmètre exact de la branche. Donc c'est sûr que si vous êtes à 700 000 salariés ou 1 million, ça ne fait pas le même chiffre. Parce qu'on est à peu près dans cet ordre-là en termes de désaccord. Hein. Donc c'est parce qu'a priori, on a eu une réunion la semaine dernière avec la DGCS justement. On leur a dit, nous, on a un organisme paritaire, ça s'appelle l'Observatoire de l'OPCO. Rencontrez-les, mettons-nous d'accord sur la méthodologie et qu'on se mette d'accord sur un chiffre parce que c'est mieux de négocier sur des chiffres qui seront les mêmes une fois quand on va parler de discussion budgétaire et budget. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre élément aussi, c'est la question des exonérations de cotisations sous 1,6 fois le SMIC. Il y a des effets de seuil par rapport à ça qui induisent aussi des coûts qui ne sont pas négligeables. Parce que concrètement, aujourd'hui, quand vous augmentez d'1 euro, ça coûte 2 euros à peu près. Hein. Normalement, vous mettez 1 euro sur le net et ça coûte 2 euros chargés à peu près. Là, aujourd'hui, du fait des exonérations Fillon, quand vous mettez 1 euro, en fait, il faut que l'employeur débourse 2,20 euros. Donc c'est 20% de plus parce qu'il va perdre en exonération. Et donc là, il y a aussi ce jeu-là qui fait que c'est difficile à chiffrer puisqu'on a beaucoup de bas salaires, hein, très bas salaires, et donc qui touchent à plein des exonérations. Et donc, voilà. Donc il y a tout un jeu aussi là-dessus. Voilà. Donc au regard de ces deux éléments-là, je vous dis, c'est un peu compliqué aujourd'hui de balancer un chiffrage comme ça si on n'a pas les données de base. Néanmoins, vous l'avez eu dans le dossier, hein, il y a des objectifs de convergence, il y a des objectifs de niveau de rémunération qui sont partagés, il faut le dire, à la fois avec les employeurs, justement sur la question de l'attractivité. Voilà. Quand on dit on n'a pas regardé que les niveaux de rémunération à la fonction publique hospitalière ou dans le champ lucratif, parce que si les niveaux de rémunération dans la fonction publique ou dans les cliniques tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui avaient résolu le problème d'attractivité, ça se saurait. Donc il faut aussi aller regarder ce qui se passe ailleurs. Je rappelle, l'attractivité, c'est plutôt dire à des gens qui sont extérieurs au champ de venir travailler chez nous. Donc il faut aller aussi comparer à ce qui se passe en dehors du champ. Ces objectifs-là, ils sont partagés. Maintenant, évidemment, et c'est aussi ça qu'on dit, c'est que l'enjeu, c'est derrière, mais au regard de ces objectifs partagés, qui doivent être, on l'espère, aussi ceux des pouvoirs publics, bah, combien les financeurs sont prêts à mettre là-dedans pour atteindre cet objectif. Une autre question sur le futur de la négociation. Donc, s'il existe des avancées rapides sur les négociations sur les rémunérations, peut-on envisager des avancées rapides sur les autres blocs de négociation, qui sont les congés, le droit syndical, la QVT, la formation professionnelle? Alors, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien non plus. Je l'ai dit, hein, ça fait quand même 3 ans que le dossier est ouvert. Donc voilà, ça avance pas hyper vite, ça c'est clair. Mais il ne se passe pas rien non plus.
À titre d'exemple, il y a quand même un groupe de travail aujourd'hui qui est mis en place afin de déterminer deux choses. De travailler sur la mise en place d'un organisme paritaire de prévention des risques professionnels dans le champ, ça les travaux s'engagent, et sur la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire. Donc il y a d'autres travaux qui se mènent aussi en parallèle de ce dossier, mais qui est quand même celui qui est le plus structurant, à savoir celui de la classification et de la rémunération. Sur la question des congés, personne n'en a parlé encore autour de la table. Voilà. Donc, le moment venu, on a aussi des propositions sur le sujet, mais aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas vu poindre le sujet à la négociation de la part des employeurs, en tout cas. Juste pour terminer, dans la proposition employeur bas salaire, il y a aussi la condition qui a été mise par les pouvoirs publics d'un engagement sur un calendrier qui est fait. Je crois qu'ils sont sur un temps très resserré. Voilà. Nous, on avait proposé que ce soit sur 2 ans, parce que ça correspond aussi à un délai de négociation qui nous paraissait à la fois répondre à l'urgence, mais à la fois aussi raisonnable en matière de négociation. Après, les gens peuvent dire 2 ans, c'est trop court. Tout dépend du nombre de réunions qu'on met en 2 ans. C'est sûr que si on met 3 réunions dans l'année, ça ne va pas faire beaucoup. Mais si aujourd'hui, on est quand même sur un rythme d'une réunion tous les 15 jours. Donc clairement, oui, 2 ans, ça fait quand même un paquet de réunions pour pouvoir se mettre d'accord sur un paquet de sujets. Aussi une question par rapport à ce qui peut se passer sur les accords d'entreprise qui ont accordé le Ségur pour tous sur les fonds propres des associations. Est-ce que l'accord bas salaire pourrait remettre ce style de dispositif en cause? En matière de rémunération, c'est l'accord d'entreprise qui prime. Bon, après, du moment où l'accord il prévoit que c'est pour tous, ça ne va pas remettre en cause le fait que les gens qui l'ont déjà l'auront encore. Voilà. Par contre, ils vont peut-être obtenir des financements pour pouvoir financer là où ils faisaient sur leurs fonds propres. C'est sûrement ça la différence. Est-ce qu'il y a encore une autre question ou deux, et puis on va terminer? Oui? Sur les classifications, rémunération, Oui. jusqu'ici, enfin anciennement, les négociations avaient achoppé sur des questions justement mise à plat de ce qui existe en termes de temps de travail et d'introduction dans les rémunérations de ce qui ressort de l'expérience, enfin ce qui peut sortir de l'expérience, donc des relève du mérite. Est-ce qu'il y a des sujets qui seraient pour vous vraiment des cas de quasi-pays lors de négociations avec les employeurs? On va pas mettre de préalable, c'est pas notre genre. On est en négociation, voilà. Les propositions, alors ce qu'ont mis sur la table les employeurs ont quand même aussi évolué dans leurs propositions par rapport à ce qui était proposé au départ. J'ai quand même vu poindre à un moment donné une proposition qui était des plus caricaturales où on renvoyait tout à l'entreprise en matière de définition des critères, des niveaux, etc. Oui, ça c'est problématique. Parce que le rôle d'une branche, c'est de réguler la concurrence entre les entreprises et pas de l'exacerber. Voilà. Quand vous laissez tout au niveau de l'entreprise, ça veut dire que chacun met en place sa norme sociale, et donc quel est le rôle ensuite d'une branche professionnelle en matière de régulation. Donc non, nous, ce qui importe, c'est de trouver le juste compromis entre à la fois le rôle régulateur de la branche, donc fixer quelque chose d'un cadre structurant et qui garantisse l'égalité de traitement dans les entreprises, mais aussi un cadre qui permette de prendre en compte le réel. Parce que quand vous êtes à un niveau national branche, aujourd'hui, l'un des problèmes des systèmes actuels, c'est qu'on est sur du prescrit. Ce qu'on rémunère, c'est un travail prescrit et pas un travail réel. Voilà. On le voit clairement aujourd'hui, vous avez des gens qui sont moniteurs, éducateurs par exemple, dont ils nous disent « mais moi je fais le boulot d'un éduc-spé ». Oui, mais comme vous n'avez pas le diplôme, en fait on ne vous rémunère pas. Donc aujourd'hui, on a aussi besoin d'avoir une marge
de manœuvre au niveau des entreprises pour prendre en compte cette dimension réelle, pour rémunérer les gens à leur juste valeur, justement. Donc, c'est cet équilibre-là. On pense qu'on y arrive dans l'architecture globale. Encore une fois, nous, et puis nous, on pense qu'aujourd'hui, là, ce que nous proposons, c'est une position de compromis au regard de ce que les uns et les autres disent. On n'a rien reçu pour la réunion du 18 avril. La prochaine, c'est le 16 mai. Je suis désolé, moi, je pense qu'on n'a plus trop le temps aujourd'hui à avoir d'autres propositions comme pour commencer véritablement à traiter des points, des virgules, des petits mots qui font l'objet même de négociations, puisque c'est comme ça qu'après on finalisera un texte définitif. Donc on dit on a une base, on a un texte, voilà, et les employeurs doivent s'en saisir pour pouvoir faire des propositions aujourd'hui. Très bien, eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu ici et puis à distance. Voilà, et puis bonne fin de journée à vous. Voilà, Merci, au revoir. au revoir.